Bien, merci, chers collègues, monsieur le préfet, d'avoir répondu à notre invitation pour échanger sur la question importante de l'eau. Comme vous le savez, donc, nous avons fait une mission transpartisane sur la gestion durable de l'eau qui a été lancée en février à la demande du groupe socialiste dans le cadre du droit de tirage que vous connaissez, des groupes. Et donc, elle comprend l'ensemble des groupes politiques et son rapporteur est donc mon collègue Hervé Gillet, sénateur de Gironde, que vous connaissez certainement parce qu'il a aussi beaucoup agi dans le domaine de l'eau dans son département. Et on a donc débuté les auditions la semaine dernière par les agences de l'eau. Ensuite, on souhaitait donc vous entendre, vous en qualité de délégué interministériel au Varenne agricole de l'eau, qui a eu lieu cette année ou l'année dernière. Et je voulais simplement vous dire que l'audition fait l'objet d'un compte-rendu officiel auquel chacun pourra se référer. Donc, je pense qu'il est enregistré. Et il sera peut-être sur Internet. Je ne sais pas si c'est... Donc, en rappelant que, pour ce que vous connaissez, l'eau est bien évidemment essentielle pour l'activité agricole. Et on voit bien que 2022 était très difficile et que 2023 s'annonce peut-être encore plus difficile compte tenu de la pluviométrie que nous avons, même s'il pleut un petit peu en ce moment, mais ça ne va pas être suffisant pour recharger les nappes. Et donc le changement climatique met à mal un peu tous les territoires, tous nos producteurs. Et puis l'objectif, c'est qu'on puisse échanger avec vous. On a rencontré au salon agricole de l'agriculture un certain nombre de professionnels de l'eau qui sont inquiets sur le devenir de cette année, sur les volumes, quelles que soient les filières d'ailleurs. Et donc le Varenne agricole que vous avez donc mené de l'eau fait le pari qu'on peut parvenir à une gestion apaisée et j'espère équilibrée et puis efficace de l'eau pour nos agriculteurs en évidemment mobilisant tous les leviers, que ce soit d'abord la sobriété, la résilience et puis en constituant aussi de nouvelles réserves parce que si on veut avoir une eau constante et qu'on évite de pomper dans les nappes au moment de l'étiage des rivières, je pense que les réserves de substitution nous paraissent encore de bonne aloi. Et on voit malheureusement que la mise en œuvre de la gestion sur le terrain pour ces réserves est compliquée. Donc merci et je vais laisser la parole à mon collègue Hervé Gillet qui va vous poser un certain nombre de questions, mais on compte sur vous pour nous éclairer dans tout ce domaine. Merci à vous. Bien, merci Monsieur le Président, cher Rémi. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je remercie aussi mes collègues pour leur présence et vous remercie Monsieur le Préfet, Monsieur le Délégué interministériel pour votre disponibilité. Cette mission d'information dans un contexte un peu très contraint au niveau des agendas nous a permis déjà d'ouvrir un certain nombre de sujets que nous souhaitons approfondir. Bien évidemment, vous avez eu communication des questions que nous souhaitions approfondir avec vous, mais peut-être quelques éclairages particuliers sur lesquels nous avons des attentes peut-être plus spécifiques, notamment au travers du travail qui a été fait pour recenser et faire un inventaire de toutes les ressources qui sont aujourd'hui disponibles, et notamment un certain nombre de réserves qui pourraient être, et je parle bien sûr au conditionnel, mobilisables à un moment donné. Une des questions qui se pose aussi derrière ce recensement, qui laisse apparaître des potentiels intéressants, c'est aussi les conflits éventuellement juridiques qu'il peut y avoir. Un certain nombre de réserves sont évidemment privées aujourd'hui. Donc se pose la question de la capacité de leur réutilisation. Souvent, elles ont été dévolues à d'autres activités. Donc c'est un sujet qui est important.
Sur les PTGE, qui est un sujet également que nous souhaitons suivre avec attention, puisqu'il y a une démarche là qui peut paraître vertueuse, mais on peut s'inquiéter parfois des délais, le renforcement des pouvoirs des préfets. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir s'il y a un système d'évaluation aujourd'hui qui a été mis en place sur le cadencement et les états d'avancement, qui nous permettrait d'avoir un reporting peut-être aussi plus efficace de la capacité que ces projets pourraient avoir effectivement à se réaliser. Et puis d'une manière plus générale, au travers des questions que l'on a pu vous poser, ce qui nous intéresse particulièrement au travers de votre expérience, et donc quelque part des premiers retours que vous pouvez aussi analyser, c'est en perspective ou en toile de fond de la loi accélération sur les énergies renouvelables, il y a sans doute, depuis que les conclusions du Varenne ont été rendues, des éléments qui, aujourd'hui, mériteraient d'être travaillés pour aller plus vite, plus fort. Et il faut regarder aujourd'hui comment nous pourrions avancer, sachant bien sûr que ces travaux résonneront plus particulièrement avec les annonces du ministre Béchu, que nous attendons sans doute dans la semaine ou dans les jours qui viennent, et on essaiera de mettre tous ces sujets en résonance. Voilà, Monsieur le Préfet. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Peut-être commencer par un très bref rappel sur le Varenne. Le Varenne s'est déroulé de mai 2001. Rapprochez le micro, bien rapprocher le micro. Pardonnez-moi, j'ai toujours... Ouais, il est éteint. Donc le Varenne s'est déroulé de mai 2021 et a été conclu le 1er février 2022. Ça a consisté en une large consultation à la fois de structures et de personnes. Les conclusions du Varenne s'articulent autour de ce qu'on appelle 3 thématiques ou 3 piliers. Le premier pilier, c'est la protection de l'agriculture face au changement climatique, avec la réforme essentielle de l'assurance récolte, qui est gérée par une direction générale du ministère de l'Agriculture. Un deuxième pilier qui est l'adaptation au changement climatique. Je pourrais revenir un peu plus dans le détail si ça vous intéresse. Et donc un troisième pilier qui est l'accès raisonné à la ressource là où c'est possible. Et je crois que ce qui est important de retenir, c'est que le Varenne, c'est vraiment cet équilibre entre l'adaptation et l'accès à la ressource. Ce n'est pas l'un contre l'autre, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment les deux ensemble, avec une modulation à avoir selon les réalités territoriales. Alors, le Sénat entretient son patrimoine. ça s'entend. Je vais tenter de poursuivre si vous m'entendez, parce que je n'ai pas une voix de chanteur d'opéra. Pour venir aux questions que vous avez posées, monsieur le sénateur. D'abord, sur l'inventaire des plans d'eau existants. C'est une des mesures, effectivement, du Varenne. La maille qui a été retenue, c'est d'inventorier les plans d'eau de plus d'une superficie supérieure à 0,1 hectare. Et ça s'est fait par un système de photographie depuis satellite. L'inventaire a été fait. Nous arrivons sur le plan national à un volume d'environ 350 000 plans d'eau existants. Donc c'est une masse considérable d'informations. Et il y a actuellement un travail qui est fait par l'Inspection générale de l'environnement du développement durable sur la méthode d'utilisation et d'échange avec les territoires de toute cette information. Parce que
Ce qu'a permis l'inventaire, c'est cette connaissance fine de l'existant. Le système photographique permet aussi une évaluation du volume des réserves, modulo l'envasement qu'il peut y avoir, hein, bien entendu. Il permet aussi de voir le marnage des réserves, ce qui est un indicateur, est-ce qu'elles sont utilisées ou pas. Et si on veut aller plus loin, ce dont on a besoin de connaître, c'est la propriété du réservoir, à qui il appartient, quel est l'état des installations, est-ce qu'il y a des exploitations agricoles à proximité intéressées pour recevoir de l'eau, et comment on organise la relation entre le propriétaire du plan d'eau, s'il est encore connu, parce qu'on va tomber sur des situations où ce ne sera plus le cas, et les bénéficiaires de cette ressource. Donc c'est tout ce travail qui est en train d'être fait actuellement. Mais il est clair qu'on a des marges de manœuvre importantes à retrouver par la remobilisation du patrimoine hydraulique existant. Je ne parle même pas du patrimoine de voies navigables de France. Voies navigables de France est de plus en plus un transporteur d'eau d'irrigation en complément de son activité navigation fluviale. Oui. Mais c'est pas neutre. Oui, il y a tout le sujet de l'état du patrimoine. Juste peut-être, Monsieur le Préfet, un petit stop en niveau. Ce qui nous intéresse dans le travail aujourd'hui qui est lancé autour de cet inventaire, c'est d'arriver à discerner en termes de temporalité quand nous pourrons optimiser ou commencer à optimiser effectivement ces ressources. Parce que l'exposé que vous avez fait nous laisse à penser qu'il y a quand même encore devant nous un temps relativement important pour qu'on puisse éventuellement rentrer dans une démarche vraiment opérationnelle. Il y a sans doute aussi un certain nombre de ces réserves qui vont être discutées dans leur aspect contributif sur le plan écologique. On a bien vu donc, dans leur propriété privée de quelle manière on pourra passer aussi des accords pour pouvoir mobiliser ces masses d'eau. C'est un élément qui est important. Parce que si on pense arriver à optimiser véritablement ces ressources d'ici, par exemple, 5 ou 6 ans, ça nous permet de clarifier un peu la capacité de pouvoir les utiliser. Alors, on a commencé ce travail d'optimisation. Ça s'est fait à peu près concomitamment avec le Varenne, quand ont été mobilisés des crédits du plan de relance pour l'hydraulique agricole. Et nous sommes en train de terminer dans le cadre du ministère de l'Agriculture ce qu'on appelle la revue de projets d'hydraulique agricole, c'est-à-dire région par région, on fait un point de situation en distinguant les projets qui seront prêts au mois de juin prochain, c'est-à-dire qui vont contribuer à passer la prochaine saison d'été, et les projets de plus long terme. Ce qui a été recensé, ce sont 164 projets d'hydraulique, dont 44 seront finalisés d'ici la fin juin 2023. Alors, ces projets représentent 37 millions de mètres cubes au total. Sur ces 37 millions de mètres cubes, il y a 5 millions de mètres cubes de volume supplémentaire. Et donc le reste, mais je n'ai pas la répartition, c'est à la fois de la substitution et de la réhabilitation d'ouvrages existants. Je vous cite un exemple, c'est un tronçon du canal latéral à la Garonne, qui est en Tarn-et-Garonne, que VNF est en train de restaurer actuellement. Et bien entendu, l'enjeu, ça va être de poursuivre ce travail.
On a également lancé une expérimentation, c'était en avril de l'an passé, sur 3 départements du sud-ouest. Le Gers, le Tarn-et-Garonne, le Gers c'est sur 3 projets, le Tarn-et-Garonne et le Lot. Il y a eu toute une série de contraintes à prendre en compte. Ces départements ont subi le gel au printemps dernier. Donc, sur les projets individuels, il y a la règle dite de minimis qui s'est imposée. Il faut aussi jouer au mieux avec les régimes autorisation, déclaration et la durée de validité des crédits du plan de relance. Et il y a un autre sujet qu'on a identifié qui est celui du statut des boues de curage, puisqu'elles sont considérées comme des déchets. Et lorsque la retenue est en travers d'un cours d'eau, le seuil d'autorisation est à 2000 mètres cubes, ce qui est relativement bas. Donc au total, sur le Lot et le Tarn-et-Garonne, dans chacun de ces départements, il y a 15 à 20 projets qui sont sortis. Le Gers a eu une approche un peu différente, beaucoup plus ciblée. Ils ont sorti 3 projets. Évidemment, on va se nourrir de cette expérimentation pour en tirer les enseignements. Juste par rapport aux retenues, la photographie qui a été faite pour recenser les 350 000 plans d'eau. Nous, on a un autre problème dans le département et autour, tout ce qui est Sologne, où la DDT est en train de faire la chasse à tous les étangs de Sologne qui ne sont pas dans les règles, soit pour les faire assécher ou pour les reboucher. Donc vous voyez qu'il y a des contradictions aussi, où l'administration parfois essaye de supprimer des plans d'eau existants sous prétexte qu'ils n'ont pas eu toutes les autorisations à une époque. Et ça, c'est un sujet aussi avec le problème de l'évaporation, on nous dit qu'il faut supprimer un certain nombre de plans d'eau parce qu'il y a trop d'évaporation sur certains territoires. Remarque complémentaire par rapport, en reprenant l'exemple que vous citiez du Tarn, du Gers, les expérimentations qui sont menées. Du coup, là, je suppose que l'agence de l'eau est directement impliquée aujourd'hui sur ces sujets-là. Ce qui se dégage aussi sur certaines pistes, c'est le fait de conforter, bien sûr, la gestion par bassin, mais au-delà de cette confortation, d'aller vers un référentiel de plus en plus clair entre la disponibilité de l'eau à l'échelle d'un comité de bassin et les consommations d'eau à l'échelle d'un comité de bassin. C'est-à-dire qu'on est bien aujourd'hui un système qui nous permette de mesurer à la fois la capacité, la ressource, mais en même temps les niveaux de consommation pour essayer d'ajuster au mieux en fonction effectivement des usages. Et donc, ça peut constituer une forme de référentiel de connaissances qui mérite d'être le plus fin possible et le plus approfondi possible. Est-ce que ce sont des sujets que vous avez également abordés dans le cadre du Varenne sur la connaissance et la gestion optimisée de la ressource ? Alors, c'est un sujet qui apparaît au travers de ce qu'on appelle les volumes prélevables. Vous avez vu que la réglementation a évolué l'été dernier, puisque jusqu'à présent on raisonnait sur les volumes prélevables en période d'étiage. Il y a un décret qui a été publié fin juillet 2022 pour définir la notion de volume prélevable hors la période de basse eau. L'idée sous-jacente derrière, c'est de pouvoir prélever quand l'eau est abondante pour pouvoir stocker en prévision des périodes de sécheresse. Ce texte doit s'appuyer sur une méthodologie de définition des volumes prélevables et une étude a été confiée à l'INRAE et à l'OFB pour définir cette méthodologie. L'étude est en cours. Il y a un sujet sur lequel on doit se voir d'ici quelques jours avec les deux organismes, c'est qu'à part dans le bassin Rhône-Méditerranée,
on n'a pas forcément des chroniques, des prélèvements sur l'ensemble du territoire. Peut-être aussi parce qu'on ne prélevait pas ou très peu en dehors des périodes de sécheresse. Donc là, il faut voir comment on fait évoluer cette étude pour avoir des résultats. Je ne suis absolument pas scientifique, mais je me dis qu'on peut peut-être tester l'idée de partir d'une méthode plus expérimentale, empirique. On sélectionne un échantillon de territoire, on teste, on voit ce qui se passe et on essaie d'en tirer des enseignements plus généraux. Mais ça, tout ça sous le contrôle des organismes plus qualifiés que moi pour se prononcer. Peut-être à ce stade, on a certainement des questions. Anne-Catherine Loisier avait demandé la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Préfet. En fait, moi je voulais orienter un petit peu la discussion sur la stratégie de lutte contre les incendies de forêt, puisque nous avons aussi en parallèle un travail au sein de cette Assemblée, et que la capacité à mobiliser les ressources en eau, les plans d'eau en fait existants, notamment dans les massifs forestiers, et de plus en plus souligné par les différents acteurs, notamment les pompiers, pour pouvoir intervenir rapidement. Donc je voulais savoir si cette question était appréhendée en fait dans votre analyse et comment est-ce que ça s'organise. Est-ce que c'est partagé aussi avec les services d'incendie et de secours? Alors, le sujet de la lutte contre l'incendie ou de la défense de la forêt contre l'incendie n'est pas dans le périmètre du Varenne, qui est vraiment sur la ressource en eau pour l'agriculture. Ça n'est pas appréhendé quand vous parlez des volumes prélevables et autres. On n'appréhende pas le fait que si on dit sur les massifs concernés, on va devoir aller quand même prélever de l'eau dans les points d'eau. Ça fait partie des points à voir dans l'étude de méthodologie. De toute façon, dans les textes, en période de sécheresse, il y a deux priorités qui sont fixées. C'est l'alimentation en eau potable et c'est la défense contre l'incendie. Donc c'est un des paramètres. Autre élément, on se rend compte que dans la constitution des réserves, autant il peut y avoir des discussions très fortes sur les réserves spécialisées, autant dès qu'on est sur du multi-usage, tout le monde au fond s'y retrouve un peu. Par exemple, j'avais visité au mois de juillet dernier, tout près de Dijon, une réserve qui a été constituée en bordure d'une zone d'activité qui récupère les eaux pluviales et dont la vocation est de gérer un épisode de pluie, je ne sais plus si c'était décennale, des pluies extraordinaires. Le réservoir réalimente le cours d'eau qui est proche. Le réservoir fournit des maraîchers qui sont dans le secteur. Et évidemment, s'il y avait à un moment ou un autre un problème sur la zone d'activité, c'est une formidable réserve d'incendie. Je pense que ce type de démarche est intéressant. Donc, pour vous répondre, quand même que le sujet reste entier. Le sujet incendie n'est pas dans mes compétences, mais il est dans le paysage. Mais peut-être juste par rapport à notre collègue, ce dont on s'aperçoit, c'est que quand il y a eu des sinistres et des incendies importants, il y a eu d'ailleurs un appui conséquent des agriculteurs, justement pour être sur des zones d'appui et puis essayer de limiter la propagation du feu ou être effectivement en surveillance. Donc c'est juste pour mémoire, mais l'intérêt, c'est qu'il y ait une interaction qui soit faite en termes à la fois de recensement des ressources, du fait que les ressources soient aussi bien situées en termes d'aménagement du territoire pour améliorer le maillage en termes de protection des incendies, au-delà de ce qu'on peut prélever sur les circuits d'eau potable et les bâches qui peuvent exister. Et donc voilà, il y a aussi cette réflexion. Si cette réflexion peut participer en plus d'un écosystème qui, le cas échéant, pourrait amener des multi-usages pertinents, tant mieux. Mais il ne faut pas le perdre de vue, il faut le poser sur la table, parce que c'est aussi aujourd'hui
des enjeux relativement importants, on va dire, en termes d'aménagement aussi du territoire et d'organisation de l'implantation de l'ensemble de ces ressources. Oui, Evelyne. Par rapport à ce que vient de soulever Catherine, c'est qu'en Sologne, on rebouche éventuellement des étangs. Bah oui. Là, il y a un non-sens parce qu'en Sologne, il peut y avoir aussi des incendies. Donc, bien sûr. Je peux parler, c'est Et on fait la exactement... chasse, ils font la chasse aux retenues pour qu'ils soient vraiment dans les cadres, alors que bon, à une époque, on faisait des retenues sans, il n'y avait pas besoin de demande. Il y a des dizaines d'années, c'était un peu compliqué, quoi, hein. Oui. Il y en a une célèbre dans le Lot-et-Garonne à Caussade, mais Ouais. on pourrait éventuellement l'évoquer. Celle-ci, elle pose de sérieux problèmes. Après, peut-être qu'on peut regarder aussi le pourquoi et du positionnement de la DDT aujourd'hui sur ces sujets-là. Hein. Voilà. Il faut les interroger. Moi, je voulais juste, pour finir, demander à Monsieur le Préfet, qu'est-ce qu'il préconisait, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même une urgence de se pencher sur la ressource, sur la disponibilité en cas de cette ressource pour la lutte contre les incendies, qui risque d'être massive, étendue géographiquement, donc une vraie, c'est pas une considération accessoire, quoi. Ça va forcément impacter les plans d'eau et la ressource en eau dans les mois à venir. Donc, qu'est-ce que vous nous conseillez comme approche de ce sujet? Parce que là, ce que vous me dites, c'est que vous ne l'appréhendez pas. Donc, qui, à votre connaissance, l'appréhende et à quel moment, en fait, se font les conjonctions, quoi? Parce que si on est obligé d'aller puiser dans les ressources d'eau, dans quelle mesure on va faire des arbitrages par rapport à l'eau potable? Enfin, voilà. Comment cette conjonction, cette coordination peut se faire? Alors, là, je vous livre une expérience personnelle. J'aurais tendance à dire, déjà, ça se fait sur le terrain. Notamment lorsque on travaille sur les plans de secours, et les SDIS connaissent bien quand même l'implantation des ressources possibles. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de partager les connaissances sur les massifs fonciers parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les desserts. Sauf dans le sud où il y a des prifs ou des choses comme ça. Mais oui, dans le reste du territoire où il n'y a pas de documents de DFCI, ils ne connaissent pas. Je pense que c'est en train d'évoluer. Là aussi, je vous cite un exemple totalement personnel. J'habite à Fontainebleau. Je sais qu'en forêt de Fontainebleau, il y a une politique qui est partagée entre le SDIS de Seine-et-Marne et l'ONF, qui est le gestionnaire de la forêt, pour implanter des citernes. Alors, les citernes ne permettent pas de tenir sur un sinistre complet, mais à l'attaque du feu, ça permet d'éviter à peu près 2 norias de camions, donc d'être plus efficace. Je pense que la Direction générale de la sécurité civile doit être très mobilisé sur le sujet. Je me souviens de l'intervention il y a quelque temps du directeur adjoint qui disait que pour les veilles armées de Canadair et sur les stations de remplissage des avions, la géographie était en train de remonter au nord et vers l'est de la France parce que le risque s'accroît. Oui, Madame Blatrix. Oui, merci beaucoup de ces éléments, de ces éclairages. Peut-être une remarque sur les réserves d'eau et peut-être certaines qu'on n'a pas recensées. Moi, voilà un exemple très factuel. Dans ma commune, on avait un réservoir qui existait avant l'adduction en eau potable, que tout le monde a un peu oublié finalement parce qu'il ne servait plus à rien. Il y a sans doute des travaux à faire dedans, mais ce sont des volumes importants qui ne sont pas à l'heure actuelle recensés, qui ne sont connus de personne, qui mériteraient sans doute de la réhabilitation. On y a réfléchi, mais pour l'instant, peu d'aide encore sont fléchées là-dessus. Donc je pense qu'il y a vraiment déjà un travail de recensement de réserves d'eau qui peuvent exister, qui peuvent être utilisées pour l'incendie, parce que c'est près d'une forêt, et je pense qu'on manque de connaissances sur cet aspect-là, qui pourrait être peut-être une petite partie de la solution, et de voir comment accompagner les collectivités pour réhabiliter ces réserves.
Oui, M. Breuiller. Merci, merci Monsieur le Préfet et chers collègues. Je voudrais savoir s'il y a aujourd'hui un lieu interministériel où on conforte finalement votre travail autour du Varenne agricole de l'eau, le travail sur la lutte incendie et celui sur les enjeux évidemment de l'alimentation d'abord, mais de la biodiversité également. Et deuxième question, vous évoquez le recensement des réserves en eau. Un certain nombre sont dans des zones humides, avec, j'imagine, des nécessités de préservation. Donc, est-ce que derrière ce recensement, il y a une classification des usages possibles de ces réserves, ou bien une façon de les sortir? Certaines doivent être réservées pour l'incendie, d'autres doivent être préservées pour les milieux naturels. Donc, est-ce qu'il y a une classification sur ce sujet? Et j'en profite pour une troisième question. Combien de ces réserves sont alimentées par prélèvement dans les nappes phréatiques? Alors, tout d'abord, sur notre organisation. Nous n'avons pas souhaité que la création de la délégation ajoute des structures administratives aux structures administratives. Donc, la délégation s'insère dans les travaux du Comité national de l'eau, dans les travaux du Comité d'anticipation et de suivi hydrologique, enfin, dans les instances nationales de gouvernance de la politique de l'eau. Ce que nous avons créé, c'est un comité de pilotage du Varenne dans lequel sont présentes toutes les administrations concernées par la mise en œuvre des 24 mesures, dans lesquelles sont présents les présidents des différentes thématiques du Varenne. Et donc c'est lors de ce comité de pilotage qui est présidé par les deux cabinets du ministre de l'Agriculture et de la secrétaire d'État à l'écologie que l'échange interministériel se fait. Nous avons tenu un premier comité de pilotage au mois de novembre, le second a eu lieu en janvier et le prochain aura lieu à la fin du printemps, enfin très probablement au début du mois de juin. Donc voilà comment se fait la coordination un petit peu institutionnelle. Pour ce qui est de la classification des usages possibles de l'inventaire, c'est le travail qui est en train de réaliser d'IGEDD, et c'est là-dessus qu'on a besoin de mettre en place une méthode d'échange avec les territoires, parce que la connaissance sera locale. C'est pas sur une base de données de 350 000 plans d'eau qu'on peut le savoir. Il peut y avoir deux hypothèses, hein. C'est soit travailler avec le réseau territorial de l'État, je pense aux directions départementales des territoires. Ça peut être aussi de travailler avec les établissements publics territoriaux de bassin, les EPTB. Donc oui, ça, c'est... Il n'y en a pas partout. Il n'y en a pas partout. Là où on peut, effectivement, c'est ce qu'il faut vraiment préconiser. Il faut interroger aussi, de fait, les sages. Je pense que si on veut bien repérer l'ensemble des parties prenantes susceptibles d'apporter ces informations, aussi les EPCI en charge de la GEMAPI, parce qu'ils ont aussi une assez bonne connaissance de leur environnement et ils peuvent être susceptibles également d'être pourvoyeurs d'informations. Mais ça suppose qu'il y a une forme d'enquête qui soit structurée et cohérente sur l'ensemble du territoire. Et Monsieur le Préfet, je ne suis pas sûr que ce soit le cas à l'heure actuelle. Je ne suis pas certain. Je crois qu'il faudrait, parce que la remarque de notre collègue est tout à fait pertinente. Ça nous permettrait, pour le coup, d'affiner véritablement, au travers des différents usages ou des différentes possibilités, la nature, enfin les champs du possible. C'est vrai que c'est... Et le fait de pouvoir faire une forme de classification de référentiel à ce niveau-là, ou de l'affiner, c'est vrai que ça serait une excellente chose. Peut-être que c'est un sujet que vous allez peut-être approfondir.
Quant à l'origine de la ressource en eau de ces réservoirs, là, je n'ai pas les éléments. Hein, mais j'imagine quand même qu'on a beaucoup de patrimoine historique relativement ancien et qu'on est beaucoup sur de la captation de ressources en cours d'eau. Mais je ne peux pas vous dire il y a telle part et telle part parce que je n'ai pas la donnée. Excusez-moi, vous ne connaissez pas le nombre de zones de captation dans les nappes pour l'irrigation? Ça a dû être recensé quand même, non? Le nombre national, non, moi je ne le connais pas, mais je ne sais pas si la direction de l'eau, de l'eau qui doit pouvoir donner les... Oui. Vous avez, dans le Varenne de l'eau, il y a eu 24 annonces à peu près qui ont été... Est-ce qu'il y a un ordre de priorité? Est-ce que un certain nombre de ces annonces ont été mises en application? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, tout à l'heure, vous avez parlé de réserves multi-usages. Et dans nos auditions, on s'aperçoit que finalement, c'est peut-être pas la bonne solution parce que c'est difficile que ça soit compatible entre l'irrigation, les loisirs, la pêche ou autre. Et donc, quelle est la position, votre position dans le Varenne de l'eau concernant les réserves pour l'agriculture? Est-ce qu'il vaut mieux avoir des réserves spécifiques ou est-ce qu'on peut arriver à faire du multi-usage avec toutes les difficultés que je viens de vous citer? Bon, clairement, le multi-usage peut poser la question du partage de la ressource. Hein. Je ne dis pas le contraire. J'aurais tendance à ne pas en faire une question de doctrine et vraiment à faire du travail au cas par cas sur les territoires. C'est un peu toute la logique de la politique de l'eau, une politique décentralisée, une politique partenariale. C'est vrai que dans certains secteurs, on peut avoir plutôt une tendance à des équipements d'exploitation individuelle de petite taille répondant aux besoins de l'exploitation en particulier. Pour être sur du collectif ou du multi-usage, il faut des équipements plus grands. Ça veut dire qu'il faut un maître d'ouvrage aussi. Et ça, c'est un sujet. Et il faut s'être mis d'accord sur la répartition de la ressource. C'est pour ça que je pense vraiment que c'est du cas par cas. Il y a des priorités dans les annonces qui ont été faites. Vous avez fait un ordre de priorité sur les 24 mesures. Les financiers, est-ce que vous avez dégagé des crédits? Alors, sur les priorités, bon, on a 24 mesures, on n'a que 24 mesures, donc on peut avancer quand même relativement de façon homogène. Ce que je peux vous dire, c'est que sur les 24 mesures, on en a 23 qui ont commencé à être mises en œuvre. On pourra revenir un peu plus dans le détail si vous le souhaitez. Pour ce qui est des financements, nous avons des crédits du plan de relance 2022 pour de l'hydraulique agricole. C'est 45 millions d'euros qui ont été en intégralité utilisés. Et un complément cette année qui est de 20 millions d'euros. Après, le Varenne fait référence à toute une série de crédits liés à France 2030. Et ces crédits sont en train d'être mis en place. Ça passe soit par des appels à manifestation d'intérêt, soit par des appels à projets. Je peux vous citer par exemple l'appel à projet qu'on appelle 3e révolution agricole, qui est géré par France Agrimaire. 20 millions d'euros ont été mis en place en 2022, mis en place et utilisés. Pour cette année, ce sont 40 millions d'euros qui viennent d'être mis en place. Juste peut-être, si vous me le permettez, sur ce sujet-là, qui touche aussi les politiques d'accompagnement à l'efficacité et à la sobriété. Donc on a aussi des interrogations récurrentes sur
la capacité, la qualité aussi en termes de recherche appliquée pour monter aussi à la fois en compétences et améliorer les matériels pour qu'on aille vers, on puisse remplir effectivement ces objectifs. La problématique qui est posée, bien sûr, c'est la notion d'accessibilité économique, du modèle économique acceptable pour la filière et les agriculteurs, puisqu'ils ont sans doute envie de le faire, mais sous quelles conditions aussi économiques. Donc ça, c'est un sujet qui est prégnant. Et dans les sujets que vous évoquez, est interrogé également la contractualisation, notamment avec les conseils régionaux, puisque dans le cadre du développement économique et de la recherche et de l'accompagnement des filières, il peut y avoir des compétences aussi spécifiques. Et donc, dans quelle mesure les crédits que vous avancez, ou du moins une partie, sont contractualisés pour accompagner au mieux les acteurs? Alors, France 2030, c'est une gestion qui a sa propre logique, hein, puisqu'on est derrière avec le secrétaire général pour les investissements. Cela étant, les projets qui sont présentés, les gros projets, sont articulés, voire contractualisés avec les collectivités locales. Je vous cite un exemple. On a un appel à projet qui s'appelle démonstrateurs territoriaux, sur lequel on a 2 lauréats qui sont en lien avec le Varenne. Le premier, c'est la Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire sur toute une série de mesures d'innovation en agriculture et donc de gestion efficiente de l'eau. Le second, c'est un dispositif de réutilisation des eaux usées traitées dans le sud de l'Hérault et le sud du Gard pour irriguer de la viticulture. Il est clair que ça se fait avec l'opérateur qui fait le traitement des eaux et donc les collectivités qui sont intervenantes sur ce sujet. Ce projet s'appelle SALTO, S-A-L-T apostrophe E-A-U. Oui, oui. On a mis bien sûr dans le questionnaire qu'on a vous adressé. Donc là, il y a une expérience qui serait intéressante peut-être à suivre, à regarder. Quand vous abordez ce sujet sur la vote, est-ce que vous avez aussi des informations particulières à nous donner sur ce sujet? Et puis on a abordé la question de la sobriété. Est-ce que vous avez des sujets complémentaires que vous pourriez nous indiquer? Oui, alors sur la réutilisation des eaux usées traitées, on a parfois tendance à agglomérer beaucoup de choses un petit peu différentes. On a la réutilisation à des fins ou d'irrigation ou d'utilisation comme des eaux brutes. On a aussi un sujet plus particulier qui est celui de la réutilisation des eaux usées traitées en milieu d'industrie alimentaire, qui est un sujet en soi. Je ne parle même pas de la récupération des eaux pluviales ou des eaux de toiture, qui est l'un des sujets qui est en train d'être exploré assez vigoureusement en Bretagne, mais aussi en Franche-Comté. Donc vous voyez plusieurs types de réalités différentes. Ce qui est en cours, c'est la mise au point d'un décret et d'un arrêté. C'est un couple juridique, si vous me permettez. Que beaucoup attendent. Hein. Que beaucoup attendent. Reporter. Donc sur la réutilisation des eaux usées traitées en milieu industriel. L'idée étant de définir des couples entre les précautions sanitaires et de sécurité alimentaire et l'utilisation de l'eau. Pour schématiser, plus on se rapproche de la production alimentaire elle-même, plus évidemment il faut avoir des standards élevés. Donc le décret sera un décret en Conseil d'État, l'arrêté interviendra après avis de l'ANSES et l'objectif est d'y arriver le plus rapidement
possible. Vous avez une date à nous donner, une perspective? Pas à ce stade, mais... On sketch sur le feu du canon, le plus rapidement possible. Parce que on peut comprendre que la France soit un pays particulièrement précautionneux, mais du coup, il y a quand même des expériences et des pays européens qui sont beaucoup plus engagés sur ces sujets-là. J'imagine qu'ils ont dû, comme nous, se poser les mêmes types de questions. Donc on est quand même, pour le coup, parce qu'on peut-être qu'il n'y avait pas la pression si forte, on est quand même très en deçà de pratiques de certains pays. Donc on commence aujourd'hui un peu à s'étonner des résistances juridiques et administratives un peu sur le sujet. Bon, On peut avoir des produits de consommation qui nous reviennent après de ces pays-là qui utilisent les eaux. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Bon, les choses sont en train d'évoluer. Il est vrai que nos partenaires européens, sur la base des mêmes textes européens, font différemment. Donc il y a des choses à explorer. Et notamment, on parle beaucoup de la Belgique qui est en avance. Alors après, sur la réutilisation des eaux usées traitées, il y a quand même un certain nombre de filtres à prendre en compte. Premier filtre, ne pas oublier que les eaux de sortie des stations d'épuration en période d'étiage concourent à l'alimentation du débit d'étiage. Bien sûr, c'est vrai. Deuxième filtre, c'est un filtre sanitaire, enfin même ça devrait être le premier, c'est de s'assurer que l'eau réutilisée est vraiment aux normes attendues. Il y a un filtre économique, le coût du traitement et du traitement éventuellement supplémentaire. Tout à fait. Y compris actuellement le coût de l'énergie pour pousser l'eau dans les canalisations. Et puis pour les industries alimentaires, je pense qu'il y a aussi une approche commerciale par rapport au risque. Donc être sûr que la réutilisation soit faite dans des conditions optimales du point de vue du consommateur et du point de vue sanitaire. Non, mais c'est certain. Ça ne sera pas une solution miracle, mais c'est une solution. Les industries laitières me disaient qu'ils pourraient être en capacité de récupérer jusqu'à 15 millions de mètres cubes par an avec les eaux récupérées du séchage du lait pour en faire de la poudre. On les a rencontrés. Ils ont dû vous le dire. Oui, bien sûr. Oui. Mais voilà. Et on a besoin, nous, on a aujourd'hui besoin effectivement d'y voir un petit peu plus clair aussi sur les perspectives, le développement des expérimentations et clarifier un peu aussi les objectifs du gouvernement en la matière. Il y a un sujet aussi qui est quand même particulièrement important et transversal aussi dans vos interventions, les interventions des collègues, notamment quand on parle des volumes prélevables en hiver ou des retenues de rétention. Le principe étant de travailler l'acceptabilité des projets pour dire on peut remplir effectivement des ressources quand on a une eau qu'on ne pourra pas capitaliser au niveau de l'environnement. Au contraire, si cette eau va lessiver des sols de fait de la brutalité des précipitations, etc., on peut aller vers une forme de gestion vertueuse qui permet de stocker l'eau quand le milieu on a moins besoin et que les précipitations sont très importantes, pour restituer ensuite cette eau à bon escient, si possible dans une gestion multi-usage, si cela est possible. Donc ça, ce sujet-là, effectivement, est un sujet de fond. Reste à voir comment clarifier la connaissance sur comment stocker à bon escient, comment améliorer la prise de décision ou la gestion optimale de la ressource, c'est-à-dire le stockage à bon escient, pour pouvoir également le restituer à bon escient. Ça, c'est un sujet de fond, parce que quelque part, les volumes prélevables en hiver vont concourir aussi à créer de la ressource en eau pour
pouvoir la redistribuer sur d'autres cycles saisonniers. On est bien d'accord. Est-ce que c'est un sujet qui a été vraiment posé au niveau du Varenne de l'eau? Comment l'approfondir? Parce que dans tous les débats que nous aurons sur ce sujet-là, avec l'ensemble des parties prenantes, les associations environnementalistes, etc., c'est une donnée fondamentale d'estimer et de caler ce qu'on peut arriver à pouvoir stocker sans que ce stockage n'ait d'incidence trop forte par rapport à l'ensemble du milieu. Est-ce que le sujet a été posé de façon approfondie dans les débats du Varenne? Je n'étais pas là au moment du Varenne. J'imagine qu'il a été évoqué. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une approche, comme on dit à Bruxelles, holistique. Oui. C'est clairement un sujet qui est dans le périmètre de l'étude OFB INRAE. Parce qu'il y a l'aspect purement technique, les mètres cubes qu'on prélève, il y a aussi toute la dimension humaine et sociale, comment on gère tout ceci, on l'accompagne pour avoir l'acceptabilité sociale, parce que le sujet derrière, c'est celui-là. Oui, oui. Je pense que c'est un sujet très important. Très important. Et il est assez déterminant, après, même sur des prises de décision, sur des PTGE, etc. C'est des éléments de connaissance, ou de montée en connaissance qui sont vraiment, vraiment essentiels. Donc, je pense que c'est bien. J'ajoute juste un mot, Hervé, si tu permets. Bon, il y a un stockage par les nappes phréatiques d'une grande partie. Et en fait, un des sujets, moi, qui m'intéresse, c'est de se demander les externalités positives et les externalités négatives de chacun des modes de stockage. C'est-à-dire, si on en choisit un stockage, entre guillemets, artificiel en période hivernale pour une réutilisation en période estivale, s'il n'y a pas d'externalité négative, il faudrait être stupide pour s'y opposer. En revanche, si ça se traduit par une diminution des nappes, un assèchement des sols et du coup une exigence plus grande d'irrigation, ce serait à l'inverse stupide d'aller prélever des ressources alors que par le stockage naturel dans les nappes et par l'humidification des sols, ils permettent une résilience plus grande, y compris pour les activités agricoles. Il y a un élément dans le Varenne sur lequel je n'ai pas insisté, c'est cette idée que le sol est le meilleur stockeur d'eau qui existe. D'où tout ce qui concerne l'infiltration de l'eau dans le sol. Il y a aussi un sujet qui n'est peut-être pas assez exploré, c'est l'articulation entre les plans de prévention des inondations, les zones d'expansion des crues et l'infiltration. Oui. J'ai vu que dans votre séance d'installation, vous évoquiez Seine-Grand Lac et l'établissement public a un projet en ce sens à la confluence de l'Yonne et de la Seine. La stratégie d'infiltration, elle est fondamentale. On l'a indiqué aussi de manière récurrente sur l'inscription. C'est bon. L'inscription de la gestion du fil de eau dans tous les documents d'urbanisme. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une appréhension aussi dans les SCOT, dans les PLUI, parce que c'est un facteur qui peut être assez déterminant pour améliorer la gestion du fil de l'eau, et notamment la reconstitution ou la meilleure gestion des zones humides. Il vaut mieux que le pluvial aille vers des zones humides qu'il aille vers du réseau. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un élément qui est aussi très important, parce que si on est dans une politique cohérente, pour le coup, on améliore la gestion globale et on améliore aussi ce que vous venez de dire, le stockage au niveau des sols. Puis en agriculture, il y a aussi tout le sujet du travail des sols, l'apport de matières organiques qui favorise le stockage, les couverts végétaux. Par exemple, la lavandiculture dans le sud est en train de regarder. On voit toujours les champs de lavande, là, ces grandes raies avec de la terre nue autour.
mais comment avoir un couvert végétal entre deux rangs pour mieux gérer la situation en eau. Alors, tous ce qu'on appelle les leviers d'adaptation, c'est un travail dont le chef de file est l'ACTA. L'ACTA, c'est la Fédération des instituts techniques des filières, et il travaille en articulation avec l'INRAE et Chambre d'agriculture France. C'est l'un des éléments sur l'adaptation au changement climatique dans le Varenne. Et du coup, dans ces gestions, on va dire vertueuses pour améliorer la résilience aussi et la capacité de stockage des sols, le couplage avec les politiques agricoles et les politiques européennes, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire dans le cadre des travaux du Varenne de l'eau? Comment optimiser aussi les fonds européens en la matière? Est-ce que vous avez des éléments à nous donner? Alors, sur les fonds européens, on est clairement sur le sujet articulation avec les régions, puisqu'elles sont devenues autorités de gestion, et que la nouvelle génération de PAC va se développer à partir de ce printemps. Et donc, par rapport aux mesures, au catalogue de mesures nationales, les régions ont décidé de prendre ou de ne pas prendre tel ou tel volet. Et il y a des volets qui concernent l'irrigation. Sur l'articulation PAC, Varenne, politique de l'hydraulique, on a un élément important qui est, pardonnez-moi, c'est un peu technique, ce qu'on appelle l'article 74 du règlement FEADER, qui encadre les aides aux investissements hydrauliques, et notamment qui les proscrit ou les limite dans les zones où les masses d'eau sont qualifiées en état moins que bon. Donc il y a cette volonté de cohérence, je dirais, au plan européen entre sur la France, ça va être compliqué. La PAC et la directive cadre sur l'eau. Après, tout l'enjeu, c'est la cartographie de ces zones. Oui, oui. Parce que là, on a une alerte des agences de l'eau, aussi des comités de bassin et puis des différents acteurs par rapport à ça, parce que pour le coup, le non-respect de la DCE sur un certain nombre va donc impacter directement la capacité de l'Europe à intervenir. On est bien d'accord. Oui. Donc, voilà, ça, c'est un sujet, hein, en termes de mobilisation de politique des moyens. Donc, nous, on aura une audition avec les associations de collectivités. Il ne faudra pas qu'on perde de vue de questionner à ce niveau-là, parce que quand je vous parlais de la contractualisation tout à l'heure, ça en fait partie, puisque là, ça passe par le comité des régions et par les régions. On est bien d'accord sur cette négociation avec les fonds européens. C'est un sujet important. On a évoqué, Monsieur le Préfet, un certain nombre de sujets. À ce stade, est-ce que vous souhaitez peut-être nous apporter des éléments là qui nous pourraient nous être particulièrement utiles, que nous n'aurions pas abordés? Je rebalaye ma feuille de route. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé qui est important parce qu'il mobilise beaucoup, il y a beaucoup d'enjeux. Ce sont les travaux des filières agricoles sur leur plan d'adaptation au changement climatique. En utilisant là aussi toute une série de leviers. On a 11 familles de filières qui travaillent. En fait, elles y sont toutes, mais certaines sont regroupées. Par exemple, dans les grandes cultures, il y a toute une série de filières différentes. 7 d'entre elles en sont au plan d'action. Le plan d'action est souvent orienté sur la question de l'efficience de l'irrigation et d'une irrigation économe en ressources. Mais il n'y a pas que ça, il y a tout l'aspect adaptation variétale, pratique culturale
etc. Donc ça, c'est un gros travail qui se fait rapidement, qui est supervisé, si je puis dire, par France Agrimer, qui a fait une petite publication au moment du Salon de l'Agriculture sur l'avancement de ces travaux. En complément, la délégation a demandé le déroulement d'une mission du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux, le CGAER, sur ce qu'on appelle la notion de production résiliente. On a connaissance, ça et là, d'expérimentation de nouvelles productions pour s'adapter au changement climatique. Quelques exemples, le miscanthus comme culture énergie, le lin, le chanvre, le sorgho. Donc ce qu'on cherche à faire avec ce travail, c'est capitaliser au plan national l'évaluation qu'on peut faire de ces expériences pour pouvoir commencer à se dire sur telle culture, ça vaut vraiment la peine d'insister, telle autre est moins prometteuse. C'est pour se donner une grille de lecture, sachant qu'il y a la dimension agronomique, qu'est-ce qui se pousse, qu'est-ce qui ne pousse pas. Il y a la dimension économique pour l'exploitation, et puis il faut regarder deux autres choses, c'est les filières industrielles de transformation et la demande du marché. Parce que s'il n'y a pas de demande du marché, je crois qu'on pourra faire toutes les expériences que l'on voudra. Voilà, donc ça c'est un des éléments forts avec le travail des filières sur l'adaptation. Monsieur Breuiller. Oui, sur cette question de l'adaptation, qui est une question effectivement très très importante et finalement que jusqu'à présent on traitait assez peu. Comment se fait le travail? Au fond, c'est un travail pragmatique par retour d'expérience sur des choix de culture, sur des types. Mais quel est l'objectif? Parce que récemment, le ministre Béchu annonce ce qui paraît assez réaliste pour beaucoup de scientifiques depuis longtemps, une France à plus 4 degrés. Et évidemment, la France à plus 4 degrés, avec des baisses des niveaux d'étiage à 20 ou 30%, la question de l'adaptation ne se traite pas de la même façon que dans une France à plus 1,5 ou plus 2 degrés et des niveaux d'étiage qui diminuent plus faiblement. Donc comment fait-on? Parce que, par exemple, vous évoquez la question de la demande sociale sur les céréales ou sur d'autres sujets. Cette demande, il faut sans doute aussi peut-être la stimuler. Enfin, voilà. C'est-à-dire que peut-être si on n'a pas une capacité d'adaptation suffisante, de toute façon, on aura une obligation d'adaptation plus brutale si elle n'est pas anticipée. C'est ça ma question, c'est comment faire pour que l'adaptation soit une vraie adaptation et pas une adaptation au moment où on arrive dans le mur et au fond qui aura une grande brutalité avec des risques d'effondrement de filières agricoles entières, quoi. Oui. C'est dans cette logique d'anticipation que ces travaux ont été lancés dès à présent. Et c'est vrai que sur ce sujet du changement climatique, on a un contexte d'ensemble où le changement climatique s'accélère et il va presque plus vite que nous. Donc là, on a vraiment une question de rythme. Par rapport à l'activité agricole, là aussi, on va travailler sur une multitude de facteurs. Comment on adapte et jusqu'où les productions actuelles au changement climatique. Par exemple, dans l'élevage, les animaux sont extrêmement sensibles à la question de l'élévation de la température. Alors, après, les interventions, c'est du travail sur le bâtimentaire d'élevage, peut-être sur la façon dont on gère le fait de les amener à la prairie ou de les mettre à l'abri. Enfin, c'est de la pratique professionnelle quotidienne. Après, on a des changements de culture, alors dont certains se font assez spontanément. Pour l'été 2022, alors c'est peut-être pas que le changement climatique, hein, même probablement pas que ça.
Mais on a bien vu qu'il y a eu une substitution maïs oléagineux, avec très certainement l'incitation du marché à ce moment-là. Et puis il y a le troisième stade, c'est quel type de culture ou adaptée ou nouvelle, c'est tout le sujet variétal, et quelle géographie des cultures. Dans les Hauts-de-France, on me dit qu'il y a une céréalisation de l'agriculture. C'est la culture des céréales qui remonte vers le nord. C'est quand même un grand changement. Sur d'autres filières, c'est beaucoup plus compliqué. En viticulture, je vois mal comment on peut voir les choses autrement que ce lien entre la production et un territoire, parce que c'est intimement lié. Donc voilà, c'est un travail sur beaucoup de facteurs, et le prolongement, c'est une initiative qui est en train de finir de paramétrer Chambre d'agriculture France avec le réseau des chambres. C'est un dispositif d'accompagnement des exploitations dans l'adaptation au changement climatique, parce qu'on sait que ça prend du temps, que c'est lourd, que c'est difficile. Mais c'est des crédits de fonctionnement pour développer aussi l'ingénierie et la capacité d'accompagnement. Je dis ça, je le recite. N'oubliez pas le dialogue qu'on a eu avec les agences de l'eau qui aujourd'hui disent que plus ça va, plus leurs politiques vont aller sur du soutien à l'investissement et non pas fonctionnant. Donc comment on finance aussi l'ingénierie d'accompagnement au changement climatique, hein, c'est un peu ça, hein, une des questions qui se posent aujourd'hui. Oui. Alors là-dessus, on a, à partir de 2022, mobilisé les fonds du plan national de recherche du ministère de l'Agriculture, le PNDAR. 16 projets ont été retenus pour un montant de 5,9 millions d'euros. Et dans ces projets, il y a beaucoup de recherches sur l'adaptation variétale. Mais c'est vrai que le sujet, c'est de trouver, d'identifier les leviers de changement, d'identifier comment on fait, et après, ça va se jouer au plus près de chaque exploitation. Et là, on a besoin de cet accompagnement. Parce que, sincèrement, c'est un sujet qui est important. Moi, je reviens juste sur des éléments que l'on a abordés déjà, sur le fait qu'il y a aujourd'hui véritablement une nécessité d'améliorer la contractualisation entre les moyens de l'État, le moyen notamment des régions, avec le réseau, alors on parlait des chambres consulaires, mais des chambres d'agriculture, sur aussi des politiques d'accompagnement aussi au changement et de montée qualitative des process, on va dire, de production, d'une manière générale. Et on a du mal à discerner, voyez-vous, aujourd'hui, au travers même des échanges et des auditions, ces clés de lecture, cette qualité ou cette prospective en termes de contractualisation qui permettrait de créer les effets leviers et de créer les conditions d'un meilleur accompagnement en termes de moyens, notamment sur l'adaptation au changement. On a du mal, c'est compliqué, c'est pas clair, en tout cas. C'est un sujet. Et les régions sont aujourd'hui des acteurs majeurs sur ces sujets-là. Et vous nous en parlez peu. Et dans notre revue de projet, notre tour de France des régions, on voit bien l'implication des conseils régionaux. On le voit en Occitanie, en PACA. Alors, PACA bénéficie d'outils particuliers. Hein. Il y a tout le système du Rance-Verdon, il y a le canal de Provence. Mais il y a une vraie dynamique. On a tous les projets sans retenue sur Auvergne-Rhône-Alpes qui sont bien relayés avec la région. Sur Bourgogne-Franche-Comté, j'ai vu qu'il y avait un appel à projet adaptation au changement climatique, la stratégie des orientations. La région Bretagne est aussi elle-même très présente, je le disais, sur la récupération des eaux de toiture. Oui.
vous nous citez les initiatives qu'ils prennent. Mais comment sont-elles concertées avec les politiques de l'État? Après, ça se fait Madame, au niveau de l'administration territoriale de l'État. Madame Blatrix, vous avez une... Oui, j'avais une question, comme mon collègue Breulier, sur le sujet. Ça me permet de rebondir sur la question, en effet, de la coordination avec les services de l'État relative aux politiques régionales. Vous citez Auvergne-Rhône-Alpes pour ses retenues. Je pense que c'est en effet une forme de vision qu'on a de répondre à la crise. Mais vous l'avez très bien dit, ça ne peut pas être la seule vision, faire des retenues. Ça passe vraiment vers une transition culturelle, de pratique. Il faut accompagner les agriculteurs, et si on les accompagne seulement dans un sens en disant on va vous faire des retenues, on peut continuer comme avant, le problème c'est que ça ne marche pas. Donc c'est vraiment essentiel que, y compris, il y a un pilotage de l'État sur une coordination avec l'État sur les politique régionale pour qu'on marche bien sur nos deux pieds, permettre en effet de l'irrigation qui est indispensable, mais aller vers des transitions agriculturales pour s'adapter, pour aller vers des moyens de production qui préservent les sols, qui préservent leur infiltration. Ça, c'est vraiment indispensable. Donc, voilà, vous dites que vous êtes en train de commencer à recenser des pratiques qui sont vertueuses, mais moi, je pense qu'il faut aujourd'hui aller très vite parce que le changement climatique va très vite et il ne faudrait pas qu'on investisse massivement dans une partie de la solution et pas dans l'autre partie de la solution qui est aussi la transition culturelle sur laquelle il faut, et j'insiste beaucoup là-dessus, accompagner les agriculteurs parce qu'à un moment donné, créer des réserves ne suffira plus, ils se trouveront eux-mêmes en difficulté. Donc c'est vraiment important de marcher sur ces deux pieds et que l'État y contribue totalement. Vous avez repris une expression que j'emploie souvent, le Varenne marche sur ses deux pieds, l'adaptation et l'accès à la ressource là où c'est possible. Je vous rejoins complètement. Bien, avez-vous de dernières questions? Sinon, on va vous... Oui. C'est vrai qu'il faut préparer les agriculteurs, mais il faut les aider aussi à changer de politique et à changer leur mode de fonctionnement. Et c'est vrai que tout à l'heure, je ne sais plus qui a dit, c'est vous peut-être bien, monsieur le préfet, dans le Nord, on fait des céréales, et il y a eu un inversement qui s'est fait. Chez moi, on fait des pommes de terre maintenant, vous voyez. Et les pommes de terre, chez moi, ça demande énormément d'eau. Donc, c'est un peu un non-sens. Et là, tous les agriculteurs dans le secteur, ceux qui avaient un peu de moyens, ils se sont tous mis... mais engouffrés dans cette culture. Et il va y avoir un problème, c'est sûr. C'est les consommateurs qu'il faut peut-être aussi Alors, gérer. en plus, c'est monté il y a une demande côté, derrière. Oui, en plus, c'est monté à côté des usines, usines de transformation. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas logique avec les terres que nous avons. C'est la Champagne pouilleuse qu'on appelait. Donc, je peux vous dire que c'est de la terre qui est pas du tout faite riche, voilà, merci. Donc, c'est un problème, c'est vraiment un problème. Mais les pauvres, ils ont fait ce qu'on leur demandait aussi. Bien. Bien sûr. Écoutez, merci, monsieur le préfet, de votre éclairage. Et puis, merci à mes collègues d'avoir participé à cette audition. Très difficile. C'est moi qui vous remercie. Bonne suite de travaux. Non, très difficile. C'est moi qui vous remercie. Bonne suite de travaux.